j'ai 2-3 produits de teint que j'ai envie de tester. Et en parallèle, je vais vous parler de 4 lectures qui ont été marquantes pour moi en 2024. Alors préparez-vous parce que dans le début de la vidéo, je n'ai pas du tout cette tête-là. A tout de suite. Coucou! Un petit format 2 en 1, ça vous tente? C'est parti. J'avais envie de partager différentes choses avec vous et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion du coup de faire une petite vidéo en quelque sorte qui soit 2 en 1. Alors petite, peut-être qu'elle sera longue, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Pourquoi 2 en 1? Parce que j'aimerais tester des produits, particulièrement des produits teints pour la première fois, donc j'aimerais les tester en live avec vous. J'ai envie de vous parler de 4 lectures que j'ai fait en 2024, 2 qui ont pour moi été très bonnes et 2 qui l'ont été beaucoup moins. Je vais un petit peu m'attacher les cheveux. C'est une petite pince, regardez, de chez Coucou Suzette. J'ai craqué parce que ça ressemble à l'un de mes chats, Darwin, qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais voilà, j'ai ma petite barrette Darwin et ce sera mieux pour me maquiller. Pour les produits, du coup, eh bien, ce sont des produits de la marque Typologie. Comme vous le savez peut-être, j'avais un calendrier de l'Avent Typologie cette année et eh bien, ça m'a fait découvrir un certain nombre de produits et je me suis davantage penchée sur la marque parce que vraiment eh bien, je suis très agréablement surprise. Donc j'ai eu le concentré illuminateur vitamine C aloe vera dans le calendrier de l'Avent que je vais tester. Et puis j'ai pris à part le sérum teinté. Je l'ai pris en teinte très claire puisque j'ai la peau très claire. Et puis le sérum anti-cerne teinté à la caféine et à l'hydrolat de bleuet, donc comme anti-cerne. Pareil en teinte très claire. Apparemment le sérum teinté est assez léger, ce qu'il me faut, ce que j'aime bien moi pour mon teint et particulièrement pour le teint du quotidien. Et l'anti-cerne est apparemment assez couvrant et c'est vrai que j'ai besoin davantage de couvrance au niveau des cernes, en tout cas au niveau des poches, au niveau du contour des yeux et puis éventuellement en petites retouches comme ça et dans ces cas-là j'utilise l'anti-cerne. Mais de façon générale j'utilise pour mon teint des produits assez légers et des produits un petit peu plus couvrants pour mes cernes et c'est visiblement le cas de ces 2 produits. Typologie, leur force aussi, c'est qu'à la fois ils font des produits qui sont du maquillage et du soin en même temps. Donc on va tester. Et puis j'ai aussi la poudre matifiante. Ouh là là, je vais pas réussir. Si, poudre matifiante 5 zinc PCA 1%. Voilà. Petite écriture noir sur marron, c'est pas super simple. Et puis bien sûr, eh bien, j'ai différentes huiles à lèvres. Ça, je vous en ai parlé dans l'ouverture du calendrier d'avant sur le seul vlogmas que j'ai réussi à faire en décembre. J'ai différentes couleurs, mais je sais pas laquelle je vais mettre. J'espère qu'on va être en lumière naturelle jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pas gagné. Je vais donc commencer, je vais mettre ce concentré illuminateur, agiter, mélanger, crème de jour, appliquer sur le visage. Bon, bah la crème de jour c'est mort, je l'ai déjà mise. Mais bon, bref. Et du coup, pour les livres, eh bien, je vais commencer par les 2 livres qui m'ont le moins plu en 2024. Alors, à savoir que de façon générale, je ne suis pas une très grosse lectrice. Je lis un petit peu, j'essaye de lire à peu près 12 livres sur l'année. Écoutez, je vais mettre 2 gouttes. Je vais le mettre sur tout mon visage, on va voir ce que ça donne. Si j'ai l'air d'une boule à facettes, c'est pas très grave. Oui, j'utilise Babelio pour noter du coup les livres que je lis, etc. Et puis ça me permet de voir si j'ai atteint mon quota ou pas. Mais je ne me fixe pas forcément d'objectifs de lecture. De toute façon, vous l'aurez vu dans ma vidéo précédente, je ne prends pas de résolution. Ce qui est important pour moi, c'est que ça reste un plaisir, donc je ne me force pas. En regardant mes lectures de 2024, c'est vrai que bon, sont ressorties 2 très belles découvertes et puis 2 gros flops, enfin gros flops, 2 déceptions, à savoir que c'est uniquement mon avis, hein, la lecture c'est comme tout, hein, c'est très personnel, donc
ça peut ne pas convenir aux gens. Donc là maintenant je vais utiliser le sérum teinté. Couvrance légère, fini naturel. Agiter avant utilisation, appliquer 3 ou 4 gouttes sur le visage et le cou à l'aide d'un pinceau ou des doigts. Ce sera les doigts. C'est un avis tout à fait personnel. Vous avez le droit d'avoir aimé ces livres ou pas aimé. Enfin, c'est juste un partage. Moi, je ne détiens absolument pas le savoir absolu. Comme je vous disais, hein, je ne suis pas une très grande lectrice. Je lis pour me faire plaisir et parce que ça me fait du bien et parce que ça me permet aussi d'apprendre des choses. Mais il y a des gens qui lisent beaucoup plus que moi. Donc j'ai mis directement quelques gouttes sur mes mains. Et donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je n'ai plus le livre puisque je l'avais pris dans une boîte à livres et je l'ai remis après lecture. J'ai été vraiment déçue dans le sens où je m'attendais vraiment... L'Alchimiste de Paolo Coelho, c'est tellement un livre qui est emblématique pour beaucoup de gens. C'est un tel best-seller que je me suis dit, il faut absolument que je le lise et je vais probablement aussi apprendre beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'en termes de développement personnel ou même d'histoire de vie, j'ai lu ce livre un petit peu tard. Ça m'avait fait le même effet avec, comment ça s'appelle ta deuxième vie commence le jour où tu réalises que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça m'avait vraiment fait le même effet. C'est pas du tout un mauvais livre. Hein. Il y a une belle philosophie derrière. Il y a vraiment de belles choses à apprendre. Mais c'est un livre que j'ai lu beaucoup trop tard. Alors, L'Alchimiste, je vais vous lire le résumé donc, que j'ai trouvé sur le site de la FNAC. Donc c'est un conte philosophique qui est paru en 1981 et qui donc a été écrit par Paolo Coelho. Donc, le résumé. Pour des millions de lecteurs dans le monde, ce livre a été une révélation. La clé d'une quête spirituelle que chacun de nous peut entreprendre. L'invitation à suivre son rêve pour y trouver sa vérité. L'histoire est celle de Santiago, jeune berger andalou, parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son cœur et à déchiffrer les signes du destin. Merveilleux conte philosophique, souvent comparé aux classiques du genre, Le Petit Prince, Le Goéland, ce livre, devenu un best-seller international, a valu en France le Grand Prix des lectrices de L à l'auteur du Pèlerin de Compostelle et de la 5e montagne. Et c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que c'est un conte philosophique qui visiblement a été une immense révélation pour beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il y a... je comprends, je comprends, mais moi je l'ai lu vraiment trop tard. Et du coup j'ai été déçue et j'étais là, oui, bah oui, en effet, oui, oui. Enfin voilà quoi, il n'y a rien eu je m'attendais à quelque chose de tellement fou, tellement spectaculaire, tellement je sais pas quoi. Donc j'ai été un petit peu déçue. Donc là je vais tester l'anti-cerne. J'en ai mis un petit peu sur mes doigts. J'ai un miroir sur mes genoux. L'installation est pas... hein, ça va venir. Bon, l'alchimiste, je pense que dans l'absolu, c'est pas une mauvaise lecture. C'est très bien écrit, c'est joli, hein, mais pour moi, c'était trop tard. Enfin, j'aurais clairement dû le lire plus tôt. Enfin, en tout cas, il m'aurait été plus utile. Là, c'est pas qu'il m'a pas été utile, c'est que ouais, ça n'a pas été la révélation que ça a été pour beaucoup de gens. Voilà. Donc, je ne vous dirai pas, je ne vous le recommande pas, parce que je pense qu'il a vraiment... il mérite son succès, mais si vous avez déjà pas mal traversé des choses dans votre vie, bon, vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose, mais c'est pas... Vous ne perdrez pas de temps à le lire, de toute façon.
Elle est pas mal du tout cette anti-cerne. Bon, la luminosité est ce qu'elle est. Ensuite, deuxième livre, et alors là pour le coup, j'en avais entendu parler, parce que autant L'Alchimiste c'est un classique, j'avais envie de le lire, etc. Là, ce second livre dont je vais vous parler, j'en ai énormément entendu parler par des booktubeurs, par des gens qui lisent vraiment beaucoup. Et alors, j'en avais entendu parler comme d'une œuvre, mais révolutionnaire, enfin vraiment le livre absolument à lire, bref. Et donc il s'agit de Mrs. Land, alors il faut que je prenne mes notes parce que je me souviendrai jamais du nom de l'autrice. Enfin, déjà, ça va être dur de le prononcer puisque c'est une Islandaise. Et on note quand même que c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors donc c'est Mrs. Land de Audur Ava Ólafsdóttir. C'est un roman qui est paru en 2018 et qui a eu le prix Médicis étranger en 2019. Et donc le résumé, Islande 1963. Éclat, 21 ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavik. Il est temps d'accomplir son destin. Elle sera écrivain, sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Mrs. Land. Avec son prénom de volcan, Éclat bouillonne d'énergie, créatrice, entraînant avec elle Isei, l'amie d'enfance qui s'évade par les mots. Ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et son cher John qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche. Mrs. Land est le roman magnétique et insolent de ces pionniers qui ne rentrent pas dans les cases. Une magnifique éloge de la liberté et de la création et de l'accomplissement. Alors, non seulement j'en avais eu des critiques extrêmement positifs, les gens étaient unanimes sur la qualité de cette œuvre et sur ce que le texte leur avait apporté. On lit le résumé, on se dit waouh, ça va envoyer du steak quoi. Ça nous est vendu. Là par contre c'est le résumé de la maison d'édition du roman. Ça nous vend vraiment du rêve. Moi je me suis dit, alors j'ai beaucoup aussi entendu parler d'une œuvre extrêmement féministe, engagée, enfin bref, voilà. Et là, j'ai vraiment été vraiment déçue. Je m'attendais à quelque chose déjà avec un rythme assez soutenu. Voilà, on vous rend comme un roman magnétique, insolent. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc où il y ait de l'action, où il y ait du... Bon, ben, pas tant que ça. J'ai trouvé ça extrêmement convenu, j'ai trouvé les personnages très, très mous, pas tant engagé que ça finalement, et puis rien de révolutionnaire en fait. J'ai pas compris la hype autour du livre, c'est l'incompréhension totale pour moi. Ce livre-là, je comprends pas. Vraiment, je vous dis, je l'ai trouvé très mou. L'histoire ne m'a vraiment rien apporté. Enfin, et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'engagé, ni d'engageant, ni de... Il n'y a rien qui vous fait... Le personnage d'Éclat, moi je m'attendais à quelqu'un, une femme, oui, avec le feu du volcan, une femme qui va casser les codes, etc. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y avait moyen de davantage casser les codes que ça dans les années 60. Enfin, bref, vraiment, sincèrement, là, pour le coup, j'ai vraiment été très très déçue de ce roman. Mais vraiment. Là, j'utilise la poudre matifiante donc de typologie. C'est pas un très très long roman, donc en toute honnêteté, vous ne perdrez pas beaucoup de temps. Ça se lit vite. Mais sincèrement, je le conseillerais pas. Je le conseillerais vraiment pas. Voilà. Après, je ne l'ai pas non plus sous la main parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, heureusement. Mais d'une déception. Je m'attendais vraiment mais tellement mieux. Voilà, tellement mieux. Donc là, il y a la poudre de ce côté-là. Et là, il n'y en a pas. Enfin, vraiment, Mrs. Land, pour le coup, je le recommande pas. Vraiment pas. Je trouve qu'en matière de bouquins, de livres, on parle d'émancipation des femmes ou de ce genre de choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Hein, vraiment. Après, comme je vous disais, ce n'est que mon avis.
Ensuite, on va passer dans les belles lectures. Et pour ça, je vais commencer par vous parler d'un petit rituel que j'ai. Alors, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je ne prends pas de résolution au 1er janvier. Jamais. Par contre, j'aime bien au 1er janvier commencer un nouveau livre. Même si j'ai pas fini le précédent, j'aime bien commencer un nouveau livre. Donc en général, je lis un petit roman, une petite œuvre, pas quelque chose de très très long, surtout que là en ce moment je suis sur Dune, donc autant vous dire que si je me lance dans un deuxième pavé, ça va pas le faire. Et voilà, et puis l'année dernière, je sais plus sur quoi j'étais, mais bref. Et donc, j'ai commencé 2024 avec ce livre-là, Les Vaisseaux du Cœur de Benoît de Groot, qui est un livre... Alors à la base, je l'avais emprunté à la médiathèque et je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté. Mais ce livre, mon Dieu, mais j'y pense encore régulièrement et je le relirai, c'est une certitude. Et je sais que si je l'avais lu il y a quelques années, je ne l'aurais absolument pas accueilli comme je l'ai accueilli là, en le lisant en début 2024. C'est un roman, mais tellement à la fois beau et à la fois... justement, là, pour le coup, il y a un petit côté un peu... pas révolutionnaire, mais là on a vraiment des personnes qui ne rentrent pas dans des cases. Donc je vais vous lire le résumé des Vaisseaux du Cœur. Alors Les Vaisseaux du Cœur, c'est un livre qui est paru en 1988 et qui a été écrit par Benoît de Groot. Et il faut savoir que l'histoire, elle dure des années 60 aux années 90, il me semble. Le résumé de l'histoire: qui saura, entre hommes et femmes, inventer une passion qui ne s'use pas? Qui saura, malgré le temps qui passe, préserver les belles amours et leurs disgrâces quotidiennes? Tel est au fond le secret de ces deux êtres que tout sépare, mais que d'intenses ferveurs rapprochent. Lui, c'est un marin breton. Elle est une intellectuelle parisienne. Ils ne se ressemblent guère. Un monde d'usage et de convenance aurait dû les rendre étrangers l'un à l'autre. De complicité en étreinte, de brèves rencontres en rendez-vous lointains, le destin va leur offrir une liaison improbable et souveraine. Quelques jours, quelques semaines dispersées tout au long de la vie seront les seules et brûlantes étapes d'une histoire qui commence sur la peau et se prolonge dans le cœur. À travers cette passion, toute de tendresse et de sensualité, Benoît de Groot a voulu faire le portrait d'un amour glorieux et d'une femme libre. Avec les vrais mots de l'impudeur, elle invite à vivre le roman d'un désir toujours et miraculeusement intact. Ce livre est... Mais ce roman est sublime. Le personnage principal, c'est elle qui raconte l'histoire. Et c'est vraiment une femme, pour le coup, très féministe, très engagée qui ose vivre sa passion, son amour. Et elle sort réellement des cadres de l'époque. Parce que là, on est vraiment sur une histoire qui débute dans les années 60 et qui va durer toute une vie en fait, mais qui n'a rien de conventionnel. Mais vraiment rien. Et même encore aujourd'hui, cette histoire d'amour, elle n'a rien de conventionnel. Mais elle est tellement belle, elle est tellement juste. J'ai été profondément touchée parce que il est question de toute façon de... Alors désolée si je spoil, mais il est question d'une relation entre deux personnes, donc ce jeune marin breton et cette jeune intellectuelle parisienne qui débute à la fin de leur adolescence ou au début de l'âge adulte. Enfin en tout cas ils sont assez jeunes quand ils commencent cette histoire d'amour, mais pour autant ils vivent leur vie en parallèle. Chacun se marie, a des enfants, etc. Et cette femme, pour le coup, prend vraiment des décisions. Enfin, vraiment en termes que ce soit en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'amante, elle est vraiment très, très impliquée dans sa vie. Il est aussi du coup question d'adultère, d'infidélité. Alors, lui est marié à la même femme,
Et elle, par contre, a différents compagnons dans sa vie. Je crois, de mémoire, parce que je vous dis, je l'ai lu il y a un an, de mémoire, la majorité de ses compagnons sont au courant de sa relation avec cet homme. Par contre, lui ne partage pas la relation qu'il a avec cette autre femme, avec la femme qu'il épouse par la suite. Et voilà, et donc automatiquement, il y a cette question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que... la notion de fidélité et d'infidélité, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a beaucoup questionné en fait dans ce livre, à la lecture, et de prime abord, la première chose qui m'est venue, c'est mais au final, c'est ça, qu'est-ce que la fidélité et qu'est-ce que l'infidélité? En qui on est fidèle et en qui on est infidèle? Est-ce que du coup, être fidèle dans un couple permet d'être fidèle à soi-même? Et est-ce qu'en étant infidèle dans un couple, on est réellement infidèle à soi-même? Enfin, ça a été vraiment tout un questionnement sur le sens du mot fidélité et infidélité, qui a beaucoup évolué pour moi. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà évoqué, j'ai été mariée pendant 15 ans. Pour moi, l'infidélité était absolument inenvisageable. Pour moi, s'il y avait tromperie, c'était terminé. Et donc du coup, c'est en ça que je vous dis, si j'avais lu ce livre il y a quelques années, je ne l'aurais absolument pas accueilli comme je l'ai accueilli là en le lisant en 2024. J'aurais peut-être beaucoup aimé l'histoire d'amour qu'il y a entre ces deux personnages, mais je me serais peut-être beaucoup plus questionnée sur cette question de fidélité et d'infidélité, et de quelle place on donne à l'amour, et est-ce qu'on peut ne pas être finalement... qu'est-ce que la vie de couple? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments? De l'amour qu'on a pour la personne avec qui on vit. Puisque là, c'est évident que dans les années 60, il était d'usage de vivre avec quelqu'un et de se marier avec cette personne si on voulait vivre avec. Donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes plus du tout on n'est plus obligé de se marier pour vivre avec quelqu'un. Mais en même temps, on a aussi aujourd'hui la possibilité de pouvoir être en couple sans forcément vivre avec la personne. Et c'est en ça, en fait, que ce livre, il est génial, parce que je reste persuadée, et mon avis s'est d'autant plus aiguisé au cours de cette année 2024, et je sais que ça va continuer à s'aiguiser au cours des années à venir, sur ce que j'attends moi d'un couple, de ce que je recherche dans ma vie de couple. Ça doit être quelque chose qui est sur mesure, puisqu'il faut faire matcher deux personnes totalement différentes, et il faut arriver à les faire matcher ensemble. Et donc du coup, il faut vraiment, on ne peut pas, à mon sens, avoir une relation de couple qui soit sereine et pérenne en ne la calquant que sur ce que la société attend d'un couple. C'est-à-dire se marier, avoir des enfants, être propriétaire, et si, etc., etc., etc. Vivre ensemble, enfin bref, pour moi, c'est pas ça. Je pense que le schéma du couple peut aussi évoluer. Et c'est une question tout à fait ouverte, c'est-à-dire que est-ce que, en ayant chacun de leur côté à la fois cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre et pour lequel ils ont un profond respect, mais en sachant que de toute façon ils ne pourraient pas vivre ensemble, mais garder cet amour, le protéger, le faire vivre à leur manière, comme ça leur convient, en ayant lui, vous voyez, son épouse qui n'est pas au courant, et elle, en ayant des compagnons qui savent qu'elle a un autre homme dans sa vie, mais un homme qui est là depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, en fait. Moi, je trouve que c'est un livre qui a été à la fois... Le texte est si beau, l'histoire d'amour est si belle, et c'est tellement questionnant, et cette femme, elle est tellement inspirante, elle prend... Oui, bref, en tout cas, j'ai adoré vraiment ce livre, je vous le recommande. Comme je vous dis, c'est une lecture que je referai plus tard.
Et c'est vraiment... ça a beau être un livre, vous voyez, qui est plus ancien que Mrs. Land, et bien pour moi, il est beaucoup plus révolutionnaire et il est beaucoup plus questionnant sur une problématique qui n'est pas vraiment une problématique, mais sur une question actuelle qui est quel schéma de couple peut être un schéma pérenne? Et qu'est-ce qu'on veut, nous, dans notre couple? Ça ouvre à beaucoup de questions. Et ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille, sincèrement. Vraiment. Je pense qu'il faut le relire plusieurs fois, à différents stades de la vie. Donc voilà, donc Les Vaisseaux du Cœur, première lecture de 2024 et lecture absolument extraordinaire. Et je n'ai absolument pas avancé dans mon maquillage. Je me suis poudré le visage. En tout cas, j'ai testé les produits typologiques, je voulais tester, c'est déjà pas mal. Hein, on n'a pas complètement rien fait. Enfin, on n'a pas complètement tout fait non plus, Aurélie. J'aime énormément le fini de cette poudre. Ouais, c'est vraiment très, 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 très discret. Et pourtant, j'ai la peau plutôt sèche, donc j'ai pas besoin de trucs matifiants. Qu'est-ce que j'ai là? C'est du dentifrice, c'est quoi? Persistant en tout cas. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Donc voilà, Les Vaisseaux du Cœur, j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé, et là pour le coup par contre, c'est extrêmement surprenant parce que c'est quand même plutôt de la fantaisie, ou enfin en tout cas ça n'a rien de... C'est ça, Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et Max Gladstone. C'est un roman plutôt... Est-ce que c'est de la fantaisie ou de la science-fiction ou... je ne saurais dire. Bref, je vais vous lire le résumé. C'est ainsi que nous gagnons. Bleu et rouge, deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle, s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres, ne pouvant être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves. Un amour fragile et dangereux naîtra de leurs échanges. Il faudra le préserver envers et contre tout. Les Oiseaux du Temps fait partie de ces romans inoubliables qui nous ressourcent et nous rappellent avec douceur et justesse que l'humanité, l'altérité et l'amour sont les réponses universelles à nos besoins essentiels. Prix Hugo, Locus et Nebula 2020. Alors, Amal El-Motar est critique littéraire, éditrice et autrice lauréate de nombreux prix littéraires internationaux. Et Max Gladstone est un auteur de science-fiction et de fantasy acclamé pour ses courtes fictions et nommé à de nombreux prix littéraires, traduit de l'anglais par Julien Bétain. C'est un roman assez court, hein, je crois qu'il fait moins de 200 pages. Mais quel texte! Quel texte! Magnifique! Je suis une booktubeuse qui s'appelle The Riddler, je crois, un personnage de Batman. The Reader, The Riddler. Bref, c'est elle qui m'a donné envie de lire ce livre. Elle disait c'est typiquement un roman où on comprend rien mais on comprend tout. C'est ça en fait. C'est qu'on lit le truc. J'ai commencé à lire, je me suis dit ouh là là, et on est happé. Malgré tout, on est happé. On n'a aucune notion de temps, on n'a aucune notion d'espace, on n'a aucune caractéristique physique des personnes. C'est à la fois complètement déroutant parce que ce texte, il est à la fois complètement imprécis et tellement précis. Il est inexplicable, mais tellement chamboulant. Vraiment, et là aussi, une histoire d'amour avec de jolis textes, parce que au fur et à mesure, en fait, comme il le disait, ce sont des combattants ennemis, et au fur et à mesure se développe une histoire d'amour, donc les textes que les personnages se laissent prennent une tournure tout à fait différente. Enfin, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable, mais c'est tellement beau, mais vraiment. Et j'ai fini ce bouquin en me disant waouh, pareil, il faudra que je le relise. Il faudra que je le relise parce qu'il y a des éléments qui, je pense, prendront davantage de sens avec une deuxième lecture, parce que y a un petit côté un peu Ténet. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti.
Je l'ai senti comme un petit côté un peu Tenet, où avec ces espèces d'échanges temporels, il y a des éléments qu'on lit au début et qui prennent du sens à la fin, et du coup je pense qu'il faudrait que je le relise, et de toute façon je le relirai avec un immense plaisir, mais mon Dieu. Et pourtant je suis pas du tout, je suis pas science-fiction, je suis pas, c'est pas du tout le type de bouquin que j'aime. Pareil, tout ce qui est livre d'amour, roman à l'eau de rose et tout ça, c'est pas du tout mon truc, hein, parce que là, avec les 2 bouquins que je vous ai présentés, vous allez vous dire oh, la nana, elle lit que des trucs, des romans d'amour et tout. Non, 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 je suis pas. Euh, les trucs à l'eau de rose, c'est vraiment pas mon truc. Moi, il faut qu'une lecture, il faut que ça éveille quelque chose en moi, il faut que ça éveille des questionnements, soit il faut que je sois happée par l'histoire, soit il faut que ça me chamboule, il faut que ça me fasse me poser des questions. Ouais, il faut que je sois actrice du truc quelque part, quoi. Et ce bouquin, je l'ai trouvé génial parce que si on prend mot à mot ce qui est dit, est-ce que ça a réellement du sens? Oui, ça a du sens. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'est-ce que ça éveille en nous, alors que, je vous dis, c'est à la fois très imprécis et très précis. Il y a des moments où je me suis retrouvée en larmes, mais vraiment, mais des larmes, en me disant, mais c'est tellement beau ce qu'ils sont en train de se dire, c'est tellement magnifique. C'est tellement beau, cet amour, cette admiration, c'est si doux. C'est si doux. Alors que on sent que c'est quelque chose, c'est un espace temporel, c'est un espace-temps qui est chaotique, où tout est ravagé, où il n'y a plus rien, et pourtant, il y a, je vous dis, il y a de l'amour, de l'admiration, il y a de la douceur, il y a... Ah, je- je- inqualifiable, mais génialissime. Vraiment, je peux pas dire plus, si ce n'est vraiment lisez-le. Lisez-le. Voilà, bon, je vais terminer mon maquillage. Et puis, je vous montrerai peut-être ce que ça donne une fois fini. Et on clôturera là-dessus. En tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai testé de typologie. Je pense que de toute façon, vous aurez vu mon visage avant et après. Et je vais terminer. À tout à l'heure. À tout de suite pour vous, bien sûr. Voilà, j'ai terminé de me maquiller, parce que bon, le but n'était pas de vous faire un tuto make-up, hein, parce que je n'ai pas du tout les compétences pour ce genre de choses. Mais je viens quand même vous dire au revoir, et puis vous parler aussi de ma première lecture de 2025. Mais du coup, ma première lecture de 2025, c'est Indompté de Glennon Doyle. Indompté, cesser de vouloir plaire, commencer à vivre. Et je vous lis le résumé. Le jour où Glennon Doyle croise le regard de celle qui deviendra son épouse, son existence bascule. Cet événement inattendu lui fait prendre conscience qu'elle n'a cessé jusqu'alors d'étouffer ses désirs pour se conformer aux diktats de la société. Elle découvre aussi qu'une mère responsable n'est pas celle qui s'oublie pour ses enfants, mais une femme qui leur montre comment vivre pleinement. Glennon Doyle est activiste, conférencière et présidente d'une association caritative dédiée aux réfugiés, aux femmes et aux enfants en difficulté. Elle a écrit Love Warrior et Carry On Warrior, tous deux best-sellers et classés en première place de la liste des meilleures ventes du New York Times. Voilà. Donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis plutôt contente de ce choix de lecture. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit format un petit peu 2 en 1. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.